Un ouvrage, un éclairage. Un ouvrage, un éclairage, merci de nous rejoindre avec vous pour ce nouvel épisode de Nadia Bencher. Un scientifique est assassiné au cœur de la forêt brésilienne. À des milliers de kilomètres de là, en Namibie, des éléphants adoptent des comportements troublants, presque inexplicables. Deux événements sans lien apparent et pourtant. Dans Il suffit parfois d'un cri, Ludovic de Blois construit un récit où les lignes se croisent peu à peu. Science, intelligence artificielle, équilibre des écosystèmes, mais aussi intérêt politique, logique de pouvoir. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'intrigue, c'est cette sensation diffuse d'un monde sous tension, d'un déséquilibre qui s'installe presque en silence. Car derrière la fiction, il y a une démarche, observer, comprendre, enquêter avant d'écrire, comme si le roman devenait au fond une autre manière d'explorer le réel. Alors ce cri dont il est question, est-ce une alerte que nous refusons d'entendre ou le signe que quelque chose a déjà commencé à céder? On en parle avec l'auteur du roman, Ludovic de Blois. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Ce qui frappe en vous lisant, c'est que tout semble partir d'un déséquilibre presque imperceptible. Au tout début, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce roman ? Bien écoutez, moi ce qui me frappe dans notre vie actuelle, c'est que on sait qu'en 50 ans, 73% des espèces animales ont disparu. Et pourtant, nous vivons comme si de rien n'était. Et je suis au contact assez régulier avec des animaux. Les animaux me touchent. Ils provoquent en moi de nombreuses émotions. Et donc, j'ai eu envie de partir de ce point de départ. Et puis, étant tellement en contact aussi au travers de mes échanges avec des scientifiques sur l'intelligence, leur intelligence à tous ces animaux, et je me suis dit, mais et s'ils en savaient plus que nous sur l'état du monde ? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur très précis ? Oui, le moment déclencheur très précis, c'est la naissance de mes enfants. En fait, ce livre a mûri depuis la naissance de mon aîné, et je ne cesse depuis, je pense que c'est un phénomène assez classique chez les parents, de penser à leur futur. Et j'ai voulu, étant comme beaucoup d'entre nous, parfois voyant mon incapacité à pouvoir faire avancer notre société, eh bien j'ai eu envie de pouvoir le faire transparaître au travers de ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire des histoires. Votre titre intrigue, il suffit parfois d'un cri. Ce cri, on le ressent sans forcément le saisir immédiatement. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Eh bien souvent dans la vie, on se rend compte, et c'est bien au-delà de ce roman, qu'il y a autour de nous des personnes qui ont le courage de dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Il y a des faits aussi scientifiques qui arrivent à notre oreille, mais on est tellement occupé parfois dans un brouillard d'informations qu'on n'arrive pas à entendre des simples alertes, des simples paroles, des messages qu'on nous transmet. Et ça peut aller de l'environnement familial, amical ou professionnel ou de la vie en société. Et donc, j'ai envie de me dire, et si il pouvait suffire d'un cri parfois, ce serait peut-être plus facile. Pour alerter. Oui, pour alerter, tout à fait. Et oui, parce que, en fait, nous avons tellement de signaux que des choses vont pas bien dans notre société. Et nous sommes tous tellement occupés, parfois à survivre pour une grande partie de la société, et puis parfois par nos occupations de passion, de professionnels, que nous n'entendons pas ces messages. Et oui, ce livre est avant tout une alerte. Alors, dès les premières pages de votre roman, on ressent que ce que vous racontez repose sur une matière très documentée. D'ailleurs, moi-même, en le lisant, j'ai découvert une mine de noms d'oiseaux, de plantes que je ne connaissais pas, comme bargerousse, Oya ou encore paruline à aile dorée. Ça m'a d'ailleurs poussé à chercher dans le dictionnaire, images à l'appui, ce que c'était, et j'ai appris énormément de choses. Avant d'écrire, vous cherchez d'abord à comprendre.
Ah oui, j'ai envie de dire, c'est le plus gros du travail, en fait. Sur le temps de préparation d'un roman et d'écriture, c'est le temps de recherche qui me prend le plus de temps, tout simplement parce que bien souvent, j'investigue dans des domaines que je ne connais pas à l'origine. Et donc là, pour cette histoire, j'ai interviewé des neuroscientifiques, des éthologues, des météorologues, des climatologues. Je vais vous donner un exemple concret que je ne savais pas du tout. En fait, j'ai des grands-parents qui étaient paysans et j'ai souvent entendu dire que parfois, pour prédire la météo du lendemain, ben, ils regardaient le comportement de leurs vaches. Et j'ai appris récemment, en faisant des recherches, que, par exemple, un oiseau, la griffe fauve aux États-Unis, eh bien, arrive à prédire l'avènement d'un ouragan, et parfois bien mieux que ne le fait nos instituts de météorologie. Et donc, il y a tout un univers à explorer, et c'est que par le travail et l'écoute et les recherches scientifiques que l'on peut l'acquérir. Et donc, oui, c'est le fondement de mes romans. Oui. Ça vous prend beaucoup de temps de faire des recherches? Ah oui, je passe au moins un an avant d'entamer le travail d'écriture, à faire des recherches, à avoir des échanges avec les chercheurs. Ouais. Et à quel moment vous vous dites, là, je peux raconter? Et disons que l'histoire est déjà en moi, généralement elle germe depuis 2, 3 ans. Je fais ces recherches et plus j'avance, plus elle se constitue dans mon esprit. Et lorsque j'ai tout le fil conducteur, eh bien je me dis, ça y est, je peux démarrer. Mais je démarre toujours avec aussi comment dire, en sachant que les personnages peuvent m'orienter ailleurs. Et je me donne cette liberté parce que je pense que c'est essentiel, une fois qu'on a déterminé quels allaient être les protagonistes, et bien que eux aient leur part dans la création de l'histoire, parce que c'est ainsi, à mon avis, elle est le plus authentique et qu'elle colle le plus à ce qu'ils sont vraiment. Donc, mon histoire n'est jamais figée, elle peut évoluer au niveau de l'écriture. Dans votre récit, la science, l'intelligence artificielle et le monde animal se croisent. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette rencontre-là? Il y a une question qui me taraude depuis qu'on voit les avancées de l'intelligence artificielle, c'est serons-nous des esclaves de l'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle restera-t-elle un assistant pour notre propre évolution, pour notre liberté, pour nos décisions? Et j'ai découvert dans le cadre de mes recherches que eh bien, l'intelligence artificielle pouvait nous aider à mieux comprendre le langage des animaux. Et parce qu'il y a des langages qui sont extrêmement complexes. Et je me dis, voilà, peut-être une utilité qui a vraiment du sens, qui n'est pas juste quelque chose de gadget. Si demain, l'intelligence artificielle, comme elle permettra de mieux nous aider à trouver des réponses au cancer, et ben si demain elle nous permet de mieux comprendre les animaux, de mieux comprendre le vivant, et ben je pense que c'est un pas qui sera grand pour l'humanité parce que je vois bien que il n'y a pas forcément besoin de faire des recherches scientifiques pour comprendre que la nature, elle a besoin qu'on l'écoute et qu'elle nous apporte énormément de choses. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que la manière de faire évoluer la population et nos sociétés, où, comme je disais en préambule, on est tous très occupés, eh bien, c'est parfois de comprendre. Et si l'intelligence artificielle nous permet de mieux comprendre à l'avenir, eh ben, je suis sûr que, comme ça a pu être le cas avec le dérèglement climatique, on pourra peut-être changer nos comportements. On sent que la frontière entre humain, technologie et vivant devient plus fragile. Est-ce que c'est une inquiétude que vous portez aujourd'hui? Alors, à la fois, oui, parce que c'est important à mon sens qu'on reste connecté au vivant, et à la fois, plus j'explore l'environnement animal, plus je trouve que c'est d'une très grande complexité, et que pour l'instant, la science, la technologie reste, on va dire, très peu élaborée par rapport à la capacité de la nature de recycler tout ce qu'elle crée, de s'adapter à des phénomènes extrêmement difficiles et parfois même qui pourraient faire croire qu'elle va disparaître. Et donc je pense qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de choses à apprendre de la nature. Donc j'essaie de la mettre en lumière pour que on oriente aussi nos recherches vers elle plus que vers des technologies gadgets qui ne nous permettront pas de survivre sur notre planète. Votre roman se passe un peu partout. Il commence au Brésil, puis retourne en France, dans plusieurs régions. Ça a été facile de vous retrouver dans toutes ces histoires qui se rejoignent à la fin?
Alors j'ai un ami qui me dit souvent, mais vous avez l'air d'être plusieurs dans votre tête. Euh, en fait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'aller dans de nombreux endroits où j'ai pu rencontrer des ethnies différentes, des cultures différentes. Donc c'est vrai que je fais assez facilement ces voyages dans mon cerveau. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup aidé aussi avec justement Internet et les différents outils qu'on peut avoir. Mais j'ai envie de dire, c'est partie de ma nature et c'est ce qui me permet justement d'écrire des romans de ce type-là, c'est que j'ai eu cette chance, voilà, de côtoyer beaucoup de pays. Votre roman laisse apparaître en filigrane également des logiques de pouvoir très présentes. Est-ce que la fiction vous permet d'explorer ces tensions plus librement? Alors, en effet, et elle me le permet de le faire, en tout cas, le plus réellement possible, parce que c'est aussi un autre élément de mon parcours, c'est que je n'ai pas toujours été écrivain. J'ai gravité dans ces milieux parce que j'ai, à un moment donné, porté des projets qui nécessitaient de rencontrer des pouvoirs politiques de plusieurs régions du monde, de travailler avec des dirigeants de grands groupes. Et donc j'ai pu observer les comportements, parfois des comportements très bienveillants, mais aussi beaucoup de comportements prédateurs ou de tensions, comme on peut le voir dans un monde où le réel nous rattrape, où le réel nous demande d'agir. Et c'est à la fois pour parler librement de ça, mais aussi pour me libérer, parce que parfois c'est voilà des choses qui sont pas toujours simples à regarder et à vivre, parce que on aimerait que de temps en temps, eh bien, l'humain soit plus au centre des décisions. Et donc, ça me permet aussi de dire le monde tel qu'il est et sans manichéisme, parce que être parfois dans des responsabilités de pouvoir, n'est pas simple et il faut faire face à des tensions de toutes parts. Et j'essaie de le faire de la manière la plus sincère possible. Ludovic de Blois, vous évoquez une écriture qui part d'images, presque comme un film intérieur. Quand vous écrivez, vous voyez vos scènes avant de les poser sur le papier? Oui, c'est Vous bien les vu. imaginez? Oui, c'est bien vu. En fait, ce sont d'abord des images qui me viennent. Vous savez, j'ai 48 ans, je suis un enfant du cinéma. Quelque part, j'ai grandi avec la télévision, avec les films. Et c'est vrai que la littérature, pour moi, est avant tout la mise sur papier des images qui me traversent. Et donc, oui, les scènes et les personnages me viennent avant tout en images avant d'écrire. Quand on referme votre livre, qu'aimeriez-vous qu'il reste? Eh bien, déjà, des doutes, des questionnements, une curiosité, une envie d'explorer, une envie de mieux connaître la nature animale, leur comportement, et puis aussi, peut-être face à toutes les difficultés du monde, eh bien, se dire que on a tous un rôle à jouer. Déjà, c'est de comprendre ce qui nous entoure, de comprendre le réel, de comprendre nos vies, de comprendre l'autre aussi, ses motivations, ses difficultés. Quelque part, d'en savoir un peu plus sur la vie, peut-être, modestement. Ce roman nous place face à une interrogation simple mais essentielle. Sommes-nous encore capables d'entendre avant qu'il ne soit trop tard? C'est ça, parce que on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faut faire, et ce ne sont pas des petits pays comme la France, le Maroc et bien d'autres qui aujourd'hui peuvent à eux tout seuls changer le monde. C'est tous ensemble. Et c'est peut-être ça qui fait de ce défi que l'on a, le défi de la nature, de protéger la nature, le défi le plus incroyable de notre vie d'humain, c'est que sans rassemblement de nous tous, eh bien, il sera difficile de le dépasser. Et oui, serons-nous capables d'entendre collectivement et tous ensemble l'alerte qui nous est donnée? Merci Ludovic de Blois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Il suffit parfois d'un cri, paru aux éditions Candela. Cet épisode est à réécouter en podcast sur notre site et Spotify. Merci de nous suivre et à très bientôt. C'était Un ouvrage, un éclairage sur Radio Orient.